Bonjour, soyez les bienvenus dans La Clé de Soi, le podcast dédié aux femmes en quête d'espoir et d'inspiration, celles qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de la découverte de soi. Je vous réserve des rencontres inspirantes avec des invités passionnants. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, ouvrons les portes vers une vie épanouissante. Je reçois aujourd'hui Clément Couteau-Millero, un jeune homme incroyable, animé par la passion, la transmission, avec une très belle curiosité des choses et surtout de l'humain. Bonjour Clément. Bonjour. On a la chance d'enregistrer ce podcast en tête-à-tête. Donc Clément, il est en face de moi, avec le sourire qui l'accompagne partout. Et je vais vous présenter ce jeune homme passionnant qui lie la passion et le travail dans tout ce qu'il fait. Est-ce que ça va, Clément ? La grande forme. C'est un plaisir d'être face à toi et puis de voir aussi ce sourire qu'on partage. Et effectivement, là, tu vois, j'ai de l'énergie qui circule. Donc, On s'est accordé cet échange-là autour de passion et de notre réalisation plus professionnelle dans la vie. On est dans le hors-cadre. Ça veut dire qu'on s'accorde sur le fait qu'on a tous besoin d'un cadre. On en a tous un. Il est d'abord familial, ensuite il y a l'école, il y a des codes sociaux qu'on respecte tous. Et pourtant, quand on est inspiré par une passion, quelque chose de très personnel, souvent il faut sortir hors de ce cadre pour se réaliser. Et à travers de ton parcours, c'est souvent ce que tu as dû faire. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ? Je vais faire très vite. Avant tout, quand je fais les choses, et après je expliquerai mon parcours. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment, il faut que j'y croie, il faut que ça soit ancré en moi et que je le fasse avec entrain et passion. Donc il y a une quête de sens à chaque fois, sinon j'y vais pas et je vais bifurquer vers autre chose. Ce qui m'a toujours animé dans mon parcours, c'est de pouvoir initier des choses et d'être confronté très vite à des choses que je n'avais pas eu l'occasion de découvrir systématiquement, on va dire, dans la découverte ou alors dans l'impact. Donc, par exemple, quand j'ai eu l'occasion d'être confronté pour la première fois à l'entrepreneuriat, je me suis dit, waouh, ils sont géniaux les entrepreneurs, j'aimerais leur ressembler. Et donc, depuis que 2017, où j'accompagne aujourd'hui des entreprises et des dirigeants pour développer leur activité et donner une nouvelle impulsion à leur boîte. Ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment aussi d'être confronté à ça, de vivre comme eux l'entrepreneuriat dans le cadre de mes missions, de servir aussi d'exemple pour certains que j'ai pu inspirer, qui étaient encore avant leur projet, et de se dire, même s'ils n'entreprennent pas, ils sont dans une démarche entrepreneuriale, ils ont besoin de regagner confiance en eux. Mon objectif, c'est qu'ils deviennent entrepreneurs de leur vie avant de penser à leur projet et de se lancer peut-être sur un projet qui n'a peut-être pas de sens pour eux, mais c'est un moyen d'avancer et de sortir d'une situation peut-être qui était difficile par le passé. Donc c'est vraiment ça qui me donne cette énergie, ce feu en fait pour voir qu'on peut avoir un impact en face de son interlocuteur, et l'entrepreneuriat est un bon moyen, puisque à mon avis c'est plus un savoir-être ou une attitude que simplement créer une boîte de manière administrative. Ça n'a aucun sens, on peut avoir une boîte et pas être entrepreneur. Donc, et moi effectivement officiellement je n'ai pas d'entreprise, mais j'essaie de vivre en tout cas comme un entrepreneur, et c'est ça qui m'inspire. Donc j'ai eu l'occasion de faire énormément de missions au sein de BGE et de voir aussi de BGE Picardie, de voir différentes étapes dans la création d'une activité et surtout beaucoup de questionnements différents. Et ça a permis de me construire, mais mon maître mot, c'est de se dire que si je porte un conseil, c'est que je dois me l'appliquer à moi-même. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dire, je ne sais pas, je vais m'enseigner, je vais essayer de vivre les choses. Aujourd'hui, on met souvent l'étiquette du digital, du numérique, on dit, ah Clément, toi, c'est ton truc. C'est pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. Et ça, j'ai été confronté à ça très tôt, parce que je me souviens, quand j'étais stagiaire pour développer le dispositif en direction des étudiants, je devais communiquer sur Facebook. Je n'avais pas de compte Facebook. Le premier post que j'ai fait, je me souviens, j'avais les mains moites et je tremblais, j'attendais de voir ce qui allait se passer.
Et en fait, finalement, on se dit, mais il y a peu d'enjeux, bon, c'est pas très grave. Et après, j'ai continué à développer des compétences dans ce milieu-là du digital, de la communication, parce que je sentais que c'était un sujet que les personnes qui étaient en face de moi ne maîtrisaient pas. Et donc j'ai appris avec eux pour que ça leur soit utile. Et c'est ça qui m'anime finalement, c'est la transmission, et c'est de voir que ça peut avoir du sens pour quelqu'un d'autre et qui lui permette d'avancer. Donc moi, mon parcours, c'est vraiment ça. Mais dans ce parcours, il y a un point qui revient, c'est lancement des nouveaux projets. Ouais, exact. Avec beaucoup d'humilité, parce que comme tu dis, souvent tu te remets en question en disant « je ne sais pas », mais c'est absolument pas un frein pour toi. Non, parce que en fait, il y a peut-être un truc qui déverrouille les choses. Alors, comme tout le monde, j'ai peur, j'ai des doutes, mais en fait, si tu veux, je ne veux pas être expert de quoi que ce soit. Ça me permet de me dire, ok, tu sais 2-3 trucs, mais tu peux encore apprendre, et peut-être que tu peux apprendre dans d'autres sujets. Et en fait, le truc qui me fait peur, le plus peur, on va dire, c'est que j'ai pas envie d'être enfermé dans quelque chose. Je ne veux surtout pas que les personnes me donnent une étiquette. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de bifurquer vers autre chose et d'aller effectivement vers l'inconnu et de développer de nouvelles choses, de m'enrichir, puisque dans ces phases-là, en fait, je vais me renseigner, je vais lire des bouquins, je vais regarder des vidéos, des conférences, faire des mocks, me former, entre guillemets, en autodidacte, parce que je suis pas un fan de la formation telle qu'elle, on va dire. Rester assis pendant une semaine et écouter la personne, c'est pas trop mon truc. Mais c'est d'apprendre vraiment, d'aller piocher des choses et de construire ma propre pensée. Ça me permet d'avancer. Finalement, en fait, ce qui m'intéresse, et ça, je l'ai vécu très vite. On veut nous construire notre voie en disant, en fait, toi, tu vas aller dans telle filière. En disant, c'est vers ça que tu vas aller, ton métier, ça sera ça. Quand j'étais en seconde, j'ai bifurqué vers la technique et découvrir d'autres choses moins théoriques, plus concrètes. Et je sens aujourd'hui, en le disant, que ça a eu un impact sur la manière dont je travaille aujourd'hui. Dans le sens où j'ai besoin de plus de concret et moins de théorie. Même si j'ai le cheminement mécanique, ça c'est pas un souci, ça fonctionne plutôt bien dans ce sens-là, mais j'ai vraiment besoin de concret, de pratique et de voir comment je peux l'appliquer. Donc c'est aussi ces aspects-là de se dire, ok, là j'ai atteint une zone de confort, maintenant c'est le moment de casser la bulle. C'est un peu comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Et c'est pas facile parce que à la base je suis quelqu'un de très timide et introverti. Finalement c'est ces expériences-là qui permettent de gagner confiance en soi, de se dire que finalement on a certes nos défauts, mais comment on peut travailler sur ses atouts, et c'est ça qui nous fait avancer. Alors que si on reste dans la zone de confort, tous les doutes qu'on a aujourd'hui ils vont rester demain. Oui. Donc c'est ces expériences, même parfois c'est quelque chose de minime, une petite marche à franchir, et cette petite marche, en fait, dans quelques années, si on regarde en arrière, en fait, c'est comme si j'avais gravi 10 marches d'un seul. C'est intéressant que tu dises que tu es introverti, parce que de l'extérieur, en tout cas à travers de ton activité, parce que c'est comme ça que nous nous sommes connus. Donc tu es créateur de l'IRA, un accompagnement pour les entrepreneurs au sein de BGE, très innovant, à ton image, plein de paillettes, parce qu'il y a plein de choses qui se passent à l'IRA, qui ne se passent pas forcément dans un accompagnement classique de BGE. Tu dégages une énergie de rassemblement et de partage. Tu as soudain mais prendre une place comme les autres, tu n'es jamais en avant, tu n'es pas non plus effacé, mais tu as cette énergie très, très bienveillante. Je pense que parce que mon objectif, c'est pas de me mettre en avant moi, l'objectif pour moi, c'est que les personnes qui sont autour de la table puissent véritablement se rencontrer, pouvoir peut-être, quand je dis se rencontrer, c'est pas simplement se voir, c'est découvrir qu'on peut faire des choses ensemble. Et donc si je prends beaucoup de place, ça n'a aucun sens. Moi, mon objectif, c'est de faciliter la démarche. Donc au départ, peut-être sur le début de l'événement, je peux être très présent, et après, en fait, j'essaye de me mettre en recul, parce que en fait, je pense que mon objectif est rempli à ce moment-là, et je peux même partir. Des fois, je vais faire un petit tour volontairement pour voir comment ça se passe. Et finalement, on se dit, si ils n'ont plus besoin de moi, c'est que la mission est accomplie. Ça m'arrange parce qu'effectivement, j'ai pas envie d'être sur le devant de la scène à ce moment-là, parce que moi je veux rendre service aux personnes qui sont venues
qui sont déplacés pour moi c'est naturel en fait de me mettre de côté. Effectivement, mes collègues, on avait fait un totem, je sais pas si tu connais le jeu, c'est un jeu qui permet de découvrir les personnalités des autres et de voir comment les autres te voient. Et ce qui est ressorti, c'est que je suis un pan authentique. Le terme pan, c'est quelqu'un qui aime être sur le devant de la scène, se montrer. Et le côté authentique, c'est parce que effectivement, je mens pas dans le sens où je peux être cash, je peux être dur, et je cherche pas à créer des relations pour créer des relations avec certaines personnes. Donc si ça matche pas... C'est pas le politiquement correct qui t'intéresse. C'est exactement ça. Le politiquement correct m'intéresse pas. Si j'ai pas envie de dîner avec la personne, de passer un moment off avec la personne, c'est rare que je vais bosser avec elle. Ou en tout cas, ça va être une relation très formelle, alors qu'on le voit aujourd'hui. Tu as parlé des événements qu'on organise, mais dans les rencontres que j'ai pu faire... elle dure, les personnes me suivent au fur et à mesure de la vie que je peux avoir au sein de BGE, et on prend le cas de la conférence qu'il y a eu dernièrement à Chantilly avec Rodrigue. Rodrigue, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, mais on a l'impression de se connaître depuis plus longtemps et d'être plutôt amis que d'avoir une relation professionnelle, et c'est ça, je pense, qui fait qu'on progresse, qu'on peut se dire certaines choses. Pour pouvoir améliorer aussi notre manière d'accompagner les dirigeants. Donc c'est ça, je pense, la définition de pan authentique. C'est que j'aime bien être sur le devant de la scène, en tout cas, je pense être reconnu et avoir ma voix, tout en restant un esprit libre. De tout ce que tu entreprends, il y a toujours ce côté âme d'enfant, mais vraiment en toute bienveillance, où on fait des choses sérieuse, professionnelle, mais on ne se prend pas au sérieux. Ouais, c'est hyper important pour moi parce que déjà, je pense que quand on s'amuse ou quand on passe un bon moment, il y a des messages ou des choses qui sont plus facilement ancrées en nous. Et puis au-delà de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je me considère expert de rien, aborder certains sujets de manière trop sérieuse, si on veut transmettre de l'information à des personnes qui ne sont pas dedans, ils vont moins intégrer les choses. Donc j'ai toujours insisté, que ça soit que quand je le faisais avec des partenaires ou au sein d'une équipe, j'insistais régulièrement sur le fait que si vous abordez une thématique, il faut qu'elle soit accessible pour tous. Donc il ne faut pas que vous fassiez plaisir à vous, mais que ça soit pour les autres que vous le faites. Et ça, souvent, quand on est dans un domaine, on le fait. Et le jeu, je pense qu'il introduit un peu plus d'espace. Souvent, les personnes ont pris l'habitude de se présenter d'une certaine manière, de présenter leur métier, de remplir les fiches administratives, comme je le dis. Et lorsqu'on les sort, on jette à la poubelle tous ces formulaires et on le met sur les supports ludiques. On est beaucoup plus authentique, surpris. Et même la personne qui le fait, se dit, j'ai jamais osé de dire ça. Je l'ai découvert avec certaines personnes, des facilitateurs, des coachs, et ça m'a inspiré en fait. Il y a une personne qui vient ici dans ce lieu régulièrement, qui s'appelle Valérie Faure. Avec qui j'ai fait un atelier créatif hier. Voilà, et Valérie, c'est quelqu'un de très important pour moi, parce qu'elle m'a beaucoup apporté dans cette dynamique. Je vais la noter sur ma liste des prochains podcasts. C'est une personne très, très inspirante pour moi. En fait, mon objectif d'avoir ce côté ludique, il est double. C'est que tu vas avoir des personnes qui vont être très à l'aise avec la dynamique de réseau, donc ils vont être en mode automatique. Alors que si tu leur proposes un jeu ou quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude, ils vont sortir de leur zone de confort. Donc ils vont se retrouver au même niveau des autres personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec leur méthode à eux de mode automatique, je pitch, je suis trop fort, je suis le meilleur. Ils vont tous être au même niveau et découvrir quelque chose de différent. Les personnes qui ne sont pas à l'aise vont avoir plus d'aisance parce que tout le monde va être dans la découverte, et donc ils vont être obligés d'écouter chacun. Et à contrario, les personnes qui sont en mode automatique, généralement, ils n'écoutent pas les autres. Parce qu'ils attendent leur passage. Oui, et ils réfléchissent ce qu'ils vont dire. Et voilà, donc moi, mon idée, c'est vraiment ça, c'est de casser un petit peu les codes, que tout le monde parte sur la même base. Et ça, c'est un moyen pour moi d'inspirer aussi autre chose aux personnes. Je veux pas qu'ils me ressemblent, l'objectif. Moi, j'aime beaucoup fréquenter des personnes qui ne ressemblent pas, qui sont tout le contraire de moi. Donc, comme tu l'as dit, je suis un passionné. Donc, dans mes passions, j'ai notamment le cinéma. Je préfère être avec des personnes qui, peut-être,
regarde des films d'un autre univers et je vais en découvrir, on va partager des choses, plutôt que des personnes qui vont avoir les mêmes arguments que moi. Ça m'intéresse beaucoup moins et ça a été le cas dans plein de domaines. À travers de tes passions, on peut toujours voir l'intérêt de sortir de sa zone de confort. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que sortir de zone de confort, c'est un jeu d'enfant. C'est pas ça, hein. Pour tous ceux qui nous entendent, si vous vous dites « moi j'ai peur », c'est aussi légitime. C'est de la bonne peur, hein, on va dire ça comme ça. Mais c'est marrant ce que tu évoquais, ça m'a donné une image, je suis très visuel. Tu sais, je voyais un bateau là, qui part vers l'Amérique, mais avant il savait pas où ça menait. Donc c'est un peu ça, c'est à l'horizon et puis tu sais pas où ça va te mener. Et en fait, tu as parlé de situation, de contexte, quel que soit le contexte. On va prendre un cas que j'avais même fait un post à l'époque. On va rester sur mes passions, on va parler de la musique. Grande passion pour Clément. Grande passion, ça fait partie de mon quotidien et si j'écoute pas de musique, je suis très... Et si vous voulez savoir ce qu'il écoute, allez faire un tour sur son Instagram, vous allez être surpris. On a tous vécu cette situation sanitaire où en fait on était enfermé chez soi et notamment plein de concerts étaient annulés, etc. Bref, qu'est-ce qu'on fait la plupart La plupart des artistes ont arrêté de bosser. Et moi il y a un groupe polonais que j'aime beaucoup. Oh, mes compatriotes qui est un groupe de black metal qui s'appelle Behemoth. Et en fait, pendant cette période, ils ont continué de bosser et plus que d'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déjà, ils ont dit si on peut pas vous accueillir dans une salle de concert, on va faire comme beaucoup l'ont fait, un live stream. Mais ils n'ont pas fait un live stream comme les autres. Ils n'ont pas enregistré juste un concert où en fait, il n'y a pas de public. Ils ont fait une mise en scène comme si c'était un film. Il y avait quelque chose de beaucoup plus ambitieux, il y avait une authenticité artistique, quelque chose qui pourrait réutiliser plus tard, mais surtout qui ait un impact de se dire on peut bosser autrement en fait, faut pas être défaitiste en se dire on met juste une caméra où il n'y a pas de public et puis on fait un concert comme d'habitude. Non, ils ont pas du tout fait ça, ils ont mis en scène le truc, ils ont fait appel à des artistes locaux, ils ont été dans un lieu unique, Et ça je l'ai trouvé hyper inspirant parce que je me suis dit les mecs ils ont tout compris. Auprès de leur public qu'ils appellent Légion, c'est pour montrer qu'effectivement il y a une dynamique de fédérer, de créer un sentiment d'appartenance aussi, et ça un entrepreneur il peut l'utiliser dans son quotidien quand il essaie de fédérer une communauté et tout ça. Ils ont aussi apporté quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour offrir à leur public une expérience unique. Et ça c'est hyper important. Et au-delà de ça ils se sont dit, et là c'est l'entrepreneur qui parle, derrière on va vendre des DVD, on va vendre des vinyles, on va vendre des affiches, mais il y a cette vision de se dire malgré tout on va essayer de le faire avec qualité. On voit que tous leurs produits ils sont faits avec voilà. Et donc ça c'est hyper important de se dire que si on est confronté à une situation, comment on peut faire autrement, comment on peut rester aligné aussi avec ce qu'on aspire, donc rester ambitieux même si finalement on se dit mais je suis juste une petite entreprise où je suis moi tout seul Clément, je peux rien faire parce que tout autour de moi il y a un environnement. Non, en fait, si je me donne les moyens de le faire, je peux montrer l'exemple à droite. Et quand on regarde effectivement d'autres groupes qui ont beaucoup plus de budget, etc., ils n'ont rien fait. Il y a 2 points qui ressortent pour moi en tant que coach, mais aussi humain, qui cherche de l'inspiration dans la vie. C'est qu'un pas de côté, c'est jamais pour rien. De innover quelque chose, de investir sur soi, sur un projet qui est peut-être pas raisonnable sur le coup, c'est d'apprendre. Si on fait notre pas de côté, on va acquérir certaines soft skills, ces compétences humaines. On va se rendre compte qu'on est capable des choses, qu'on sait traverser des difficultés et qu'on revienne sur le chemin d'avant, en tout cas sur la direction avant ou pas, on est riche de cette expérience-là. Et donc les gens qui investissent sur eux, que ce soit dans les formations en autodidacte ou d'autres formes ou des coachings ou d'autres, c'est jamais un risque. Parce que la seule chose qui est risquée, c'est d'apprendre et de progresser. Et c'est une belle histoire qui illustre cet état d'esprit. C'est que oui, dans la vie, rien ne se passera comme vous l'avez prévu. Que vous soyez entrepreneur ou une mère au foyer. Mais que chaque chemin a son lot de bonheur
et restant créatif et inspiré, ouvrant nos chakras pour se dire ok, ça s'est passé différemment, mais qu'est-ce que je fais avec? Non, mais il faut pas subir effectivement les choses. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais c'est hyper important même si on a la frousse, on se pose plein de questions. Les autres aussi se posent sûrement les mêmes questions. Ils n'osent pas passer le cap. Donc du coup, même si on ne le fait pas au niveau perfectionniste, comme on l'a attendu, on l'a fait. Quoi qu'il arrive, on aura appris quelque chose et on aura sûrement créé quelque chose avec des personnes qui comprendront ce qu'on veut faire et on fédérera autour. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, parce que pour moi, ça, déjà à titre perso, ça a été très inspirant, parce que ça m'a permis de confirmer ce que je pensais, qu'on pouvait continuer de faire des choses ambitieuses et pas simplement faire simplement des visios pour passer un rendez-vous par exemple, mais vraiment d'aller au-delà. Et au-delà de ça, ça montre que finalement, même si derrière effectivement on n'a pas un retour direct, il y aura peut-être quelque chose qu'on n'aura pas pensé au départ qui va émerger. Pour finir, j'ai envie de te demander comment garder son unicité, parce qu'on sent que c'est important pour toi de rester proche de sa passion et de ses valeurs, et persévérer dans son action, aller vers un but, dans un monde où on est confronté à surplus de comparaison, surplus de jugement, envie de plaire, si c'est pas à tout le monde, c'est à beaucoup trop de gens. Comment faire le juste milieu pour toi? Ça, je pense que j'essaye de rester libre et de me dire que je préviens pas toujours ce que Préviens pas qui? Les personnes à qui je dois rendre des comptes. Je les préviens pas toujours. T'as des chefs sympas. Voilà. Mais en fait, ce qui compte, et ça je l'ai fait plusieurs fois, c'est de montrer que finalement ça vaut le coup de le faire. Donc je teste. Tu te mets une certaine pression, hein? Oui, peut-être. mais en tout cas, si on a envie de faire quelque chose, à mon avis, il faut le faire. C'est pas toujours facile, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, mais à mon avis, si on écoute trop les autres, on n'avance pas. Je prends un cas tout bête. Un entrepreneur qui a plusieurs logos, par exemple, on prend un truc tout bête. Il va le montrer à 10 personnes. Les 10 personnes, ils vont avoir un avis différent. Tu n'auras pas de consensus. Donc, ce qui compte, effectivement, c'est plutôt de se référer à des personnes de confiance, un cercle très fermé. Moi, ce qui me fait avancer, c'est d'avoir 2 personnes de confiance, en toute sincérité, avec qui je peux dire les choses assez facilement. Et les autres, c'est du bonus, mais c'est pas eux qui me permettront de dire j'y vais ou j'y vais pas. Et si 2 personnes de confiance te donnent un avis que émotionnellement, toi, tu aurais pas pris? Ouais, alors j'essaye de comprendre le pourquoi de ce qu'ils évoquent et j'essaye d'aller vraiment au bout d'un truc. Mais si je sens que finalement j'ai besoin de le faire, je vais quand même essayer de le faire. Parce que peut-être que je me trompe, mais si je me trompe... Mais dans tous les cas, je pense que je sais très bien qu'ils me suivront derrière. Donc ils pourront me soutenir, même s'ils ne sont pas OK à 100% au départ. C'est des personnes qui te soutiendront. Et c'est ça qui réconforte. Même si tu sais très bien que sur certains aspects, ils ne sont pas à 100% avec toi parce qu'ils ont des points d'interrogation. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vont te dire ce qui leur donne véritablement des doutes. Parce que les personnes qui te disent vas-y, c'est super, fonce, et en fait tu vas dans un mur, ils le savent très bien. C'est pas des personnes que je recherche personnellement, avec qui je parle vraiment de personnes de confiance. Moi, les vraies personnes de confiance, c'est des personnes qui ont un esprit critique, qui vont creuser les choses avec moi, et qui vont dire ça, tu devrais peut-être le voir autrement, ok, mais en tout cas, ils soutiennent l'idée. En tout cas, ils vont pas te donner leur avis sur dire c'est bien ou c'est mal, ils vont plutôt enrichir la discussion. Ça, c'est des personnes intéressantes qui vont te permettre qui creusent. J'ai effectivement, moi aussi, 2 personnes de confiance et je sais qu'au début, ça pouvait me froisser parce que j'imaginais, c'était il y a quelques années, j'attendais un certain enthousiasme de leur part et ce que je recevais, c'est toujours des questions un peu cassante en disant est-ce que tu es sûr que c'est comme ça? Est-ce que tu as envisagé ça?
Je me suis dit, merde, mais je leur pose une idée de siècle, parce qu'elle était venue la nuit dernière, donc elle était forcément trop géniale pour moi. Et il la décortique comme ça, et c'est avec le temps que j'ai compris que c'est cette approche-là qui est le plus précieux. Alors, c'est pas le plus enthousiastique ni passionnant, mais c'est pas ce que je leur demande. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Et effectivement, c'est cet esprit critique et ce soutien derrière. Ça, c'est très, très important, ce que tu dis. Ouais, c'est qu'une fois qu'on a décortiqué le truc, ils ont compris, moi j'ai compris, et je sais que quelle que soit la décision, je vais avoir leur soutien. Oui. Et je suis plutôt quelqu'un de fidèle, donc ça veut dire que je renie jamais en fait mes références ou les personnes. Mais je pense que c'est important de rester connecté à qui on est aujourd'hui, qui on était hier et qui on sera demain. En tout cas, le comprendre. Parce qu'on peut très bien changer de perspective sur certaines histoires. Et moi, j'invite vraiment les lectures du passé, surtout quand on est dans une posture de victimisation. On se dit non, mais je peux pas parce que l'enfance, parce que... quel est mon point de vue aujourd'hui et peut-être sortir un petit peu au-dessus de ça et se dire ok, j'ai vécu ça, mais finalement ça était peut-être plus bénéfique que je le pense, ou peut-être telle personne qui avait l'air super amie était plus nocive que je le croyais. Mais ça demande une connaissance de soi aussi, de ce que je recherche. C'est ça. Alors moi, ça fait écho à ma jeunesse, c'est que j'ai perdu ma mère très jeune. Et en fait, mon père était très autonome. Moi, je le vois de manière bénéfique, en fait, cette situation. Et ça m'a permis d'être très autonome et de pouvoir aussi prendre en main certaines choses. Ça m'a permis de beaucoup avancer et de me construire. Donc, je le vois pas effectivement comme quelque chose qui m'a détruit ou quoi que ce soit. Au contraire, aujourd'hui, je le vois comme une force, même si effectivement, j'ai pas vécu certaines choses avec ma mère, mais peu importe, c'est pas grave, je garde sur les souvenirs qu'on a vécu avant. Mais en tout cas, c'est ça, c'est tirer effectivement, se dire, voilà, ça je l'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et moi, aujourd'hui, je sais que cet impact de ma vie personnelle a été très bénéfique pour moi. Et je pense que c'est ce qui m'a construit et ça explique pourquoi je fais certaines choses aujourd'hui et de telle façon. Ça demande une prise de recul. Oui. Ça, tout à l'heure, je parlais de Nietzsche parce que il y a aussi ce côté ermite de savoir se questionner sur le monde et sur soi et de se dire tiens, peut-être que j'étais pas dans la bonne voie et qu'on veut m'orienter vers quelque chose. C'est drôle que tu parles de lui parce que je suis en ce moment en train de lire sa biographie écrite par Zweig. Il le montre vraiment comme quelqu'un qui dérange pas. Donc c'est un point de authenticité qui est pour moi presque maladive. Ouais, et c'est terrible. Mais ça montre le degré effectivement de fidélité, comme tu dis, à tes principes. C'est peut-être rare dans ce monde-là. Merci beaucoup Clément pour tous ces partages. J'ai envie juste de parler d'une image qui m'est venue à travers de tout ce que tu as partagé. C'est que finalement, le bonheur, c'est pas une vie paisible, c'est une capacité de traverser les tempêtes avec l'espoir que en sortant de la tempête, je vais être plus fort, plus épanoui et que le calme ne va pas durer, mais que je sais traverser tout ça et j'ai pas peur, ou en tout cas, je sais avancer avec la peur. Et hier, je parlais avec une de mes coachées, c'est que quand on a peur de traverser une mer agitée, c'est bien d'avoir quelqu'un qui veut nous accompagner en disant « Viens, moi j'ai déjà traversé, je sais comment... Je peux pas te garantir le calme, je peux pas te garantir la réussite, mais je peux te garantir qu'on va tout faire pour surmonter toutes les difficultés. » L'image qui m'est venue à travers de tout ce que tu as raconté. Merci beaucoup parce que c'était authentique, parce que c'était joyeux et tu nous as aussi démontré quelques fragilités que tout le monde ne sait pas faire. Donc merci beaucoup. Je pense que c'est très inspirant. Merci à toi. Et puis j'ai hâte d'écouter d'autres épisodes.
Donc, ravie de te recevoir ici et de faire résonner ta voix et ton histoire dans cet épisode. Et puis, peut-être pour d'autres aventures ou d'autres épisodes prochainement. Merci Clément. Merci à toi.